nous allons accueillir Caroline Carabella, voilà, avec grand plaisir. Donc, qui travaille à l'Institut Gustave Roussy. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de progrès aussi dans les traitements du cancer et de modification de ces traitements, et qui vraiment change un petit peu les enjeux de l'imagerie. Voilà, Caroline va nous expliquer tout ça. Merci. Je suis très impressionnée d'être ici avec vous cet après-midi. Ça ne devait pas être moi qui devais venir. Je ne suis pas sûre que ce soit très adapté à ma petite taille. Alors je vais quand même prendre le plus fort. Voilà, c'est mieux. Donc, comme vous l'avez dit, moi je travaille à l'Institut Gustave Roussy. On s'intéresse à toute la maladie cancéreuse. Le topo initial qu'on m'avait proposé, c'était de vous parler d'immunothérapie, mais après réflexion, je vais vous en parler un tout petit peu. Mais ce ne sera pas l'essentiel du topo. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est la vision de l'oncologie moderne et ce que l'imagerie doit faire ou devrait faire devant tous ces progrès considérables et extrêmement rapides qui sont faits dans la compréhension des mécanismes qui amènent une cellule à devenir cancéreuse, une cellule cancéreuse à devenir métastatique. On ne parle plus du cancer. Chaque patient a un cancer différent, et même dans la maladie cancéreuse chez un même patient, toutes les lésions cancéreuses sont différentes. Et ça, on commence à bien le comprendre, et vous voyez que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. On est à l'échelle cellulaire, on est même à l'échelle génomique. On trouve des anomalies génétiques des cellules cancéreuses qui expliquent pourquoi elles sont devenues cancéreuses. Donc on est vraiment au-delà de simplement la dénomination cancer du poumon, cancer de la prostate, etc. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Pour avoir ce type d'information, on a quand même besoin, néanmoins, de faire un prélèvement. Et vous voyez que ça va tellement loin qu'actuellement, il y a énormément d'initiatives participatives nationales qui sont organisées. Et là, c'est l'exemple typique de ce qui a été développé au NIH avec le cancer Genome Atlas. On a demandé à des gens d'envoyer des biopsies, d'envoyer tout ce qu'ils avaient dans leur banque de tissus. Et avec ça, ils font du séquençage, ils font des recherches, ils trouvent, alors là dans le schéma que je vous montre, ici vous avez tous les gènes possibles qui ont été cherchés, il y en a beaucoup plus que ça, et chacun de ces gènes va pouvoir avoir une anomalie qui est ici représentée. Donc vous voyez que chaque gène qu'on a identifié peut avoir plein d'anomalies différentes. Ça conduit à un genre de tableau assez impressionnant. En rouge, c'est les mutations inhibitrices, en bleu, les activatrices, ni bleu ni rouge, on ne sait pas trop, mais on a trouvé des anomalies. Et avec ces données-là, qu'est-ce qu'on fait? On met, alors ici c'est un exemple chez des femmes qui ont des cancers du sein, on a mis toutes les mutations qu'on a trouvées dans les cancers du sein, on a confronté à des événements, ce qu'ils appellent des événements. Les événements, ça peut être du pronostic, du décès, de la maladie métastatique, etc. Et après, on fait des regroupements. Donc, telle anomalie génétique va conduire à tel type d'événement et donne un certain type de cancer. Et donc, on se base vraiment sur quelque chose de génétique, de très très petit dans l'échelle. Parallèlement à ça, et consécutivement à ça, en réalité, on développe des traitements innovants. Et là aussi, ça va à toute vitesse. Les anti-angiogéniques, c'était il y a 10 ans. C'est toujours très utile, on les utilise toujours, mais c'est un petit peu dépassé. C'était des traitements, en tout cas dans les concepts, on a bien compris maintenant ce qu'on faisait. On diminue l'angiogénèse tumorale, on assèche, on assoiffe le cancer, on ne donne plus de sang, donc on fait diminuer la taille des tumeurs. Les thérapies ciblées, la médecine personnalisée, c'était toujours d'actualité, bien entendu, et c'est ça, en fait, la thérapie ciblée et la médecine personnalisée, c'est pas la médecine personnalisée aux patients, c'est la médecine personnalisée à la mutation génétique qu'on a trouvée dans sa tumeur. On a identifié cette mutation, on trouve une réponse, on envoie un anticorps dirigé contre cette mutation ou contre ce que ça produit l'ADN avec cette mutation comme protéine, et on lutte contre la tumeur comme ça. Et l'immunothérapie, en fin de compte, c'est pas vraiment quelque chose de très nouveau. Vous savez qu'on a toujours dit que c'est le système immunitaire qui doit lutter contre le cancer. On sait très bien que probablement on fait sans arrêt des petits cancers avec notre système immunitaire les élimine tout seul, et puis un jour le système immunitaire n'y arrive pas et on va développer un vrai cancer. La vraie révolution dans l'immunothérapie, c'est qu'on a trouvé une immunothérapie qui marche. Alors c'est tellement, je vous donne les points positifs, c'est exceptionnel. Le magazine Science en 2013 dit que c'est la découverte de l'année, l'immunothérapie. Ici, c'est une capture d'écran assez intéressante. Alors vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire de la pub pour
les médicaments. Mais aux États-Unis, oui. Et ça, c'est une publicité qui est passée au Super Bowl. Donc c'est l'émission la plus regardée dans le monde. Et Opdivo, donc c'est une des immunothérapies qui est développée actuellement. Vous voyez ce qu'il vous raconte. Alors là, c'est qu'une capture d'écran. Il y a des tas de phrases comme ça qui passent comme ça, dans la lumière pour expliquer que ça fait beaucoup mieux que la chimiothérapie. C'est pas complètement faux. L'immunothérapie a vraiment révolutionné la façon qu'on avait de voir les cancers métastatiques. On parle de cancer métastatique. Il y a des patients pour lesquels on commence à parler de guérison, notamment dans les mélanomes métastatiques, qui étaient des catastrophes, avec des patients très jeunes qui faisaient des métastases et qui mouraient. On n'avait absolument aucun traitement à proposer. L'immunothérapie peut les guérir. Mais ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant et c'est ce qui fait qu'on a tous envie de s'intéresser à l'immunothérapie, mais c'est pas vraiment, je vais vous en parler juste après, l'essentiel de ce qui se passe. Dans le mélanome, c'est plutôt 40-50% de réponse. Dans le cancer du poumon, ça arrive à toute vitesse, c'est plutôt autour de 30% de réponse. Quelques réponses complètes qu'on a tous envie de voir, mais c'est quand même relativement rare. Ce qui a changé là, très dernièrement, c'est ce qui a été publié dans Nature, là, j'ai enlevé la date, mais c'était ce mois-ci, enfin au mois de mai, c'est que pour la première fois, la FDA a approuvé un médicament pas dirigé contre un cancer spécifique, mais dirigé contre un cancer qui exprime la molécule, le récepteur à l'immunothérapie. Donc on est dans une molécule qui a été validée en pan-cancer. Et ça, c'est une vraie révolution dans le petit monde de l'oncologie. Les limites de tout ça, parce que ça a l'air formidable quand je vous présente comme ça, mais pourquoi ce traitement n'est pas efficace chez tout le monde? Pourquoi quand on a trouvé une anomalie génétique dans la tumeur et qu'on a un traitement en face qui correspond, pourquoi ça ne marche pas chez tout le monde? Pourquoi on ne guérit pas tout le monde? En fait, on sait pourquoi. C'est parce qu'il y a de l'hétérogénéité tumorale, et c'est ce que je vous disais au début. Quand on fait la biopsie, on va prélever un tout petit bout, ici. Alors, on va peut-être trouver une anomalie génétique. On va envoyer le traitement qui marche, qui va aller certainement tuer les cellules qui expriment. Alors, tant mieux si on a beaucoup. Si on n'a pas beaucoup, ça ne va pas servir à grand-chose. Et puis, à un moment donné, il va aussi y avoir des mécanismes de résistance qui vont se mettre en place. Donc, tout ça, on apprend à le connaître, on apprend à l'apprivoiser, à essayer de s'en sortir. Vous savez que maintenant, il y a même des médicaments qui ciblent la mutation de résistance induite par le traitement qui a été donné initialement. Première échelle, deuxième échelle. Donc, on a pas mal maintenant de possibilités thérapeutiques chez les patients. Et c'est quand même bien, quand on est en consultation avec des patients, de pouvoir leur dire, écoutez, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir une résistance, on aura un traitement à vous proposer à ce moment-là. C'est pas vrai pour tous les cancers, mais ça commence à arriver. Et vraiment, on voit des pronostics de certaines maladies catastrophiques qui s'améliorent énormément avec les thérapies ciblées et avec l'immunothérapie. Je vous parle un tout petit peu d'immunothérapie, la phase cachée de l'immunothérapie, en dehors du fait que tous les patients ne répondent pas à l'immunothérapie. On va assister avec ces traitements-là à deux types d'autres réponses qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'autres réactions de la tumeur. C'est la pseudoprogression et l'hyperprogression. Alors, en un mot, rapidement. La pseudoprogression, c'est quoi? C'est, on a un patient qui a ce type de lésion, ça c'est les premiers exemples qui ont été montrés à Vienne en 2009, on assiste chez environ 10% des patients, ça se passe comme ça. On commence à donner le traitement et pouf, la maladie explose. Alors quand on est là, ce jour-là, on n'est pas très content. Parce qu'on ne sait pas quoi dire aux patients, parce qu'on sait que dans 10% des cas, ça va super bien se passer derrière. Et là, il y a des patients qui se mettent en vraie réponse complète après, prolongée. Mais on a aussi des patients, et ceux-là on ne les montre pas trop, qui vont continuer à pousser. Et quand on est là, on ne sait pas quoi dire. Et nous, en imagerie, on ne sait pas quoi dire. On travaille pas mal là-dessus dans mon hôpital pour essayer de comprendre ce qui se passe. À l'échelle cellulaire, nos biologistes nous disent que c'est probablement l'infiltrat lymphocytaire. Donc les lymphocytes qui étaient un peu endormis parce que la cellule cancéreuse les obligeait à ne pas réagir, hop, ils se réveillent, hop, 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 ils arrivent, ils sont très nombreux et ça fait grossir la tumeur. Bon, ça c'est l'hypothèse qui est très discutée en ce moment. Probablement que c'est pas ça, on comprend pas très bien ce qui se passe. C'est pas chez tous les patients, encore une fois c'est 10%. Et l'autre versant dont on commence à parler maintenant, parce qu'on commence à avoir beaucoup de patients comme ça, c'est aussi entre 5 et 15% des patients, tout dépend de la pathologie. C'est des patients à qui on va donner de l'immunothérapie. Il va se passer quelque chose, très clairement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose de positif, c'est que la maladie va exploser. Les patients vont mourir.
Donc on leur a vendu du rêve, ils ont vu la pub parce qu'ils ont regardé le Super Bowl sur Internet. Et c'était pas des bons candidats. Et pour l'instant, il n'y a rien qui les différencie avant la mise sous traitement des autres. C'est pas des patients plus âgés, c'est pas des patients plus altérés, c'est pas des patients qui ont des tumeurs différentes. Pour l'instant, on n'a pas d'idée pourquoi ces patients-là vont réagir de cette façon-là. Ça fait partie des choses intéressantes à observer. Alors l'imagerie dans tout ça, parce que moi je suis radiologue quand même, mais l'imagerie ne voit que l'échelle tissulaire. Nous, les chaînes génomiques, c'est pas possible, pour l'instant. Peut-être à 11,7 TCA, mais pas pour l'instant. Moi, j'ai pas vu d'ADN sur mes scanners. Alors, on vous l'a déjà dit, et les présentations précédentes étaient vraiment très intéressantes, et je ne prétends pas faire aussi bien. On est dans des gains diagnostiques, on joue au qui est, tac, 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 comme on l'a dit. On a un degré de confiance dans notre diagnostic, on a des classifications, alors ça a marché pour la prostate avec le PIMAT, on a aussi la classification PIMAT pour le sein, la classification ACR. ACR1, je suis sûre que c'est bénin, ACR5, je suis sûre que c'est malin, entre les deux, mon cœur balance, donc il va falloir faire la biopsie. Voilà. Ça sert aussi, évidemment, et on vous l'a montré en long, en large, en travers, à guider les prélèvements le mieux possible. Et puis, moi, mon travail dans un centre de cancérologie, c'est aussi de voir si le traitement fonctionne ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ce traitement? Parce que les traitements, c'est pas toujours que du rêve, il y a énormément d'effets secondaires. On essaie de les limiter, il y a des traitements de mieux en mieux tolérés, mais quand même. Donc, il faut savoir si ça sert à quelque chose de continuer. Nous, actuellement, il faut même savoir, on fait essentiellement la taille. On mesure, avant, après, on fait un pourcentage, si ça marche, ça marche pas. Alors on peut faire un petit peu mieux, on peut aller s'intéresser à l'angiogénèse avec les techniques de perfusion en IRM, en écho-contraste. La cellularité, la diffusion, tout ça c'est du semi-quantitatif, du quantitatif, il y a des problèmes de reproductibilité, on n'est pas tous d'accord sur la façon d'interpréter les choses. Il y a certainement quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'imagerie métabolique, mais elle est encore, je dirais, à la préadolescence, donc ça va peut-être s'améliorer. Et donc vous comprenez que nous, on voit, quand on est dans un centre de cancéro, des progrès biologiques énormes, et en imagerie, on est toujours un peu à la traîne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Bon, alors, remplacer le prélèvement biopsique, faire de l'histologie, on le fait dans des petites niches, il y a de temps en temps, on dit non, mais ça c'est sûr et certain, c'est pas la peine de biopsier, surtout quand c'est dans des endroits un peu tordus comme le cerveau, ou que les patients sont pas très en forme, on dit non, on va traiter sans preuve histologique, c'est quand même pas un concept très facile à faire avaler à des oncologues, et moi je comprends, parce que de temps en temps on a des surprises sur des choses sur lesquelles on m'a dit Noémie, ça m'a coupé. Là où on a un avantage, c'est qu'on voit tout, on voit tout le corps, alors que la biopsie va avoir juste un tout petit morceau. Donc on va essayer de se servir de ça. L'imagerie phénotypique, c'est ce dont on vous a parlé sur tous les topos précédents. Les tumeurs peuvent être différentes dans leur aspect, sur les séquences d'IRM, sur la prise de contraste après l'injection, avec les différents produits qu'on utilise, en écho, en scanner, en IRM, etc. On peut approcher les diagnostics, on peut faire des gammes diagnostiques, je vous en ai parlé. On peut faire un petit peu de quantitatif en imagerie, on peut faire des petites zones pour voir un petit peu la densité, etc. C'est pas très fin. La médecine nucléaire, c'est évidemment quelque chose de très important, c'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas vous en parler. Il n'y a pas que le glucose, hein, il y a plein d'autres radiotraceurs très intéressants, très spécifiques, et probablement ça mériterait beaucoup plus d'investissement que d'autres types de recherches, mais j'imagine qu'il doit y en avoir. L'avenir, c'est quoi? Probablement, en imagerie. Nos images, c'est quoi? C'est des données numériques. C'est plus des planches qu'on affiche sur les négatoscopes. Tout est numérique, tout est valeur, donc tout est quantifiable. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais tout est quantifiable. Donc, on peut quantifier en utilisant des méthodes, que je vais vous expliquer un tout petit peu, les techniques de texture, et puis évidemment, qu'on va arriver à l'intelligence artificielle. Mais c'est pas qu'on va y arriver, c'est qu'on y est déjà, et qu'on ne nous l'a pas dit. Ce que je vais vous montrer, c'est très impressionnant. La texture, c'est quoi? C'est des maths. Les maths, est-ce que c'est fait pour les radiologues? Est-ce que c'est fait pour les médecins? Mais non, ça fait depuis la terminale qu'on n'en a pas fait des maths, pratiquement. Donc on n'y comprend rien. Mais on nous vend, on nous dit, voilà, regarde, j'ai un algorithme
avec des signes qu'on a un petit peu oubliés, en tout cas pour ma part. Ce sont des gens beaucoup plus intelligents que moi, mais il y en a beaucoup comme moi. On vous dit, je quantifie des motifs répétitifs dans une image, parce que la texture c'est déjà utilisé depuis hyper longtemps avec d'autres types d'images, puisque toutes les images sont numériques, alors c'est utilisé dans l'industrie, même McDo l'utilise pour sélectionner les bonnes frites des mauvaises frites, pour vous dire, celles qui ont un petit morceau noir, elles sont dégagées, et c'est la texture, c'est assez rigolo. Donc, en imagerie, pourquoi pas? Après tout, c'est pas très compliqué. On prend l'image, on segmente la zone d'intérêt, tant qu'à faire, la tumeur. Hop, on extrait des tonnes de paramètres, des centaines de paramètres. On peut faire n'importe quoi avec les maths. Et on appelle ça la radiomix. Voilà, c'est chic. Après ça, on prend les données de radiomix, tout un tas de données numériques, et on confronte avec ce qu'on veut, du pronostic, du diagnostic, d'une mutation, etc. Et on fait des corrélations. Et c'est une vraie discipline maintenant, la radiomix. Le gros problème de ça, et l'énorme limite, c'est que, je vous disais, on peut calculer des centaines de paramètres, mais on peut les calculer de centaines de manières différentes. Et personne n'est d'accord. Il n'y a aucun consensus. Quand on vous dit j'utilise une matrice de co-occurrence et je regarde l'entreprise la matrice de co-occurrence, j'ai rien dit, parce qu'il y a plusieurs façons de la calculer. Les logiciels qui sont utilisés dans toutes les publications, il y a des centaines de publications actuellement, ils sont un peu différents, on ne comprend rien n'est homogène, et surtout, et ce qui est fondamental et qui pourtant pour l'instant n'est pas tellement pris en compte, c'est que pour aboutir à l'image que vous avez vue avant et que tout le monde a reconnu comme étant un cancer du poumon, c'est pas le problème. Il y a eu toute une chaîne d'acquisition de ce signal numérique. Et ça dépend donc de votre machine. On peut passer le même patient sur 10 machines différentes, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc, il y a un manque de reproductibilité, d'homogénéité dans les techniques. Une fois qu'on a dit ça, on a juste dit qu'il fallait s'améliorer, parce qu'il ne faut pas du tout abandonner le concept. C'est un concept très intéressant. Les gens mettent certainement la charrue avant les bœufs, mais je crois que la recherche a toujours été comme ça, avec des gens un petit peu innovants qui ont tenté des choses, d'autres qui les ont critiquées, puis on avance comme ça, en faisant 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais au final, on avance. Alors, vous avez compris que si on combine ce que je vous ai montré tout à l'heure de super compliqué avec le génome et ce que je vous ai montré à l'instant de super compliqué mathématique, on fait du big data. Faire du big data, ça s'appelle la radiogénomics. Et là, ça commence à devenir compliqué. Enfin, c'est même très compliqué. Alors là, je pense que même ceux qui ont gardé un peu en tête comment on faisait des maths, ils sont dépassés. Les techniques de deep learning, c'est de machine learning, tout ça, ça a des définitions propres, mais globalement, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on ne dit pas à la machine comment elle doit réfléchir, c'est elle qui trouve les solutions toute seule, et c'est très impressionnant, pour arriver au résultat. C'est-à-dire que par contre, ce qui est important, c'est qu'à la base, on donne à l'ordinateur, qui est très puissant, des tas d'informations, mais bien sélectionnées. C'est noir, c'est blanc. On ne peut pas lui dire, ça je sais pas trop, c'est gris. On lui donne des chiens, on lui donne des chats, on lui dit débrouille-toi. Tu dois me trouver la différence entre les chiens et les chats. Et vous avez, si vous avez déjà vu un petit peu sur les logiciels de reconnaissance faciale, c'est exactement ça qui se passe. De temps en temps, je ne sais pas si vous avez piqué à ça, il vous demande qui est sur cette photo. Vous dites, voilà, c'est moi, là, c'est ma mère, etc. Et après, il s'entraîne. En fait, il s'entraîne. Il teste, il reteste. Et puis alors, lui, il n'est pas aux 35 heures, ni même aux 50, aux 70 comme nous. Il fait ça tout le temps, il ne fait pas de grève, et puis alors, il ne demande pas grand-chose. Donc... Et puis surtout, il a énormément de données. Moi, toutes les données que je pourrais voir dans ma vie de radiologue, lui, il peut les voir en 3 heures. Donc, c'est vraiment une technique ultra importante qui est clairement déjà arrivée, qu'on est un petit peu en train de voir passer. Là, on est sur le quai de la gare, on voit le train, il avance un petit peu vite quand même, donc il va falloir s'approcher. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on reprenne la main là-dessus, parce que sinon, effectivement, le radiologue peut rentrer chez lui et faire autre chose, faire du macramé, mais il y a vraiment des techniques ultra innovantes de calcul. Et je vais juste vous parler de ce que vous disiez tout à l'heure avec le premier topo, Watson, IBM, qui fondent un département entier d'intelligence artificielle, Watson Health, qui est arrivé juste après. Et vous voyez, quand vous allez sur Internet, c'est quoi? C'est Watson for Oncology, Watson for Genomics. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. Watson, il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à ce qui est écrit. Les données écrites
sont aussi des données numériques. Il fait l'intégration, il fait une synthèse du dossier, c'est impressionnant. Et à la fin, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'oncologue qui ouvre un dossier ultra compliqué, qui est haut comme ça, c'est trop d'informations pour lui. Il faut l'aider, la machine peut le faire. Faisons-le faire par la machine. En fait, il va avoir un patient, il va appuyer sur Watson, il va avoir une synthèse de son dossier. Encore mieux, un patient a un cancer, il a certaines spécificités, il a eu certains antécédents, ça fait partie des indications, des contre-indications des essais thérapeutiques. Qu'elle se tienne, Watson connaît tous les essais thérapeutiques qu'on lui a donnés. Il dit voilà, mon patient il a ça, tac, et il dit alors voilà, l'essai thérapeutique, il va se passer à tel endroit. C'est celui-là pour lequel il est éligible. C'est assez extraordinaire. Moi, je crois qu'il ne faut pas le voir comme une menace, mais comme une vraie aide. Mais peut-être qu'avant d'être totalement rassuré sur la menace, il faut qu'on puisse reprendre les choses en main, car je crois qu'il y a très peu de radiologues qui sont concertés pour le développement de ça. Très très récemment, General Electric, donc c'est un des principaux constructeurs de machines d'imagerie diagnostique, a signé un partenariat avec Partners Health, à qui appartiennent 2 hôpitaux à Boston. G est tellement enthousiaste qu'il a carrément délocalisé son siège social à Boston. Ils vont s'installer juste à côté. Ils ont signé un contrat de plusieurs millions, évidemment, on ne sait pas combien. C'est très récent, pour installer l'intelligence artificielle dans tous les aspects du séjour du patient. Mais évidemment, si c'est G, ce sera des images. Qu'est-ce qu'on dit? On dit un scanner, c'est 1500 images, c'est trop fatigant pour le radiologue. La machine va le faire pour lui. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'ai pas besoin de voir des scanners normaux, je veux bien qu'on fasse le tri avant, de tout ce qui est normal, et après, je m'intéresse à ce qui est pathologique. Ceci dit, là où je travaille, je vois rarement des scanners normaux. C'était déjà une sélection. Et la dernière petite histoire que je vous raconte, c'est Google, parce que c'est pas étranger que ce soit des IBM, des G, des Google, des Amazon, des Microsoft qui s'intéressent à tout ça. Vous avez certainement entendu parler de Google DeepMind qui a battu le champion du monde de jeu de Go. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces techniques-là, ils lui ont donné des tas, des milliers de parties de jeu de Go, en disant allez, débrouille-toi, tu dois gagner. Il a perdu, mais il travaille, lui, toute la nuit, il s'en fiche. Hop, hop, hop. Puis normalement, il a gagné. Et la semaine dernière, Google a annoncé on arrête. On arrête DeepMind. On a prouvé qu'on pouvait le faire. On a gagné. Mais ce qu'ils vous ont pas tout à fait dit, c'est qu'il y a DeepMind F qui arrive là. Et DeepMind F, au départ, c'est qui? Eh bien, c'est un des très hauts cadres de Google, pour la petite histoire, qui s'occupait de la voiture, qui conduit toute seule. Bon, bah c'est Google aussi. Et puis, il a entendu parler forcément de ce qui se passait chez Google, et il a eu un drame familial avec quelqu'un de sa famille qui est décédé d'un cancer. Il a dit, moi, la voiture, c'est bon, j'arrête. Je vais faire de la santé. Et ça arrive à toute vitesse. Ils ont donné des images de mélanome, de tumeurs cutanées bénignes, de tumeurs cutanées malignes, de toutes sortes. Ils ont dit à la machine, débrouille-toi, tu dois pouvoir faire la classification. Après, ils m'ont entraîné, alors c'était pas le champion du monde de jeu de Go, c'était des dermatologues experts. Et la machine fait aussi bien que les dermatologues experts. Est-ce qu'il faut voir ça comme une menace? Non. On va faire le tri. Le patient va prendre sa photo avec son iPhone. Je suis désolée, si l'iPhone lui répond c'est un mélanome, il ne pourra pas en rester là, il faudra bien qu'il aille voir un clinicien. Mais au moins, le clinicien, il n'aura pas à voir tous les molluscomes et les machins. Et bah oui, mais c'est important parce que il n'y a plus assez de médecins, on est quand même bien placé pour le savoir. Alors, c'est pas un énorme problème, oui, ça fait des problèmes en France, c'est pas majeur, mais quand on voit le développement des pays, soi-disant, du tiers-monde, c'est fini tout ça. Ces pays-là, ils sortent de la pauvreté, c'est terminé, c'est ce que disait Bill Gates, il disait dans 10 ans, l'Afrique est autosuffisante. Un pays qui est autosuffisant, forcément, à un moment donné, il va s'intéresser à sa santé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas pour rien que c'est General Electric et tous ces gens-là qui s'intéressent à ça. Ils vont leur installer des machines, mais il n'y aura pas de médecin. Ben, il y aura eux. Il y aura ça, il y aura ça. Et après, pour les cas compliqués, il y aura des rapatriements sanitaires. Je ne sais pas ce qui va s'inventer. Mais il faut voir que, parce qu'il y aura toujours besoin de chirurgiens, on ne pourra pas les opérer à distance, encore que le robot avance. Donc, ma vision des choses, pour l'instant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du progrès. De toute façon, en réalité, on y est. On n'a pas le choix. Donc, autant le prendre positivement, se dire, ok,
fais-moi le tri, sélectionne-moi les images pathologiques, ou en tout cas, élimine-moi tout ce qui est normal. Après tout, moi, je m'en fiche de ce qui est normal. Enfin, c'est très bien pour les patients. Mais finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui est pathologique. Et puis, au-delà de faire un diagnostic, c'est très bien de faire un diagnostic, mais c'est évidemment de se poser des questions. Pourquoi? Et ça, la machine, pour l'instant, elle ne sait pas le faire. Donc, c'est la différence, c'est les concepts de knowing that et knowing why. Pour l'instant, knowing why, c'est encore à nous de le faire et c'est encore à nos cerveaux d'intégrer tout ça. La relation humaine, évidemment, la machine ne pourra pas l'avoir. Donc, par contre, moi, je crois vraiment, et c'est ce qui était déjà dit dans la première présentation, que nos métiers vont énormément se transformer. La radiologie n'est pas morte, mais la radiologie va être différente. Et il faut simplement maintenant l'appréhender, l'accepter, et puis l'anticiper et savoir ce qui va nous servir vraiment à nous, parce que c'est quand même nous qui sommes bien placés pour dire ce qui est important ou pas. Moi, quand je vois des startups qui développent des logiciels d'intelligence artificielle pour diagnostiquer des trucs qui sont totalement inintéressants, ou qu'on sait déjà faire, etc., je trouve ça dommage. Il faut s'adresser aux personnes concernées. Alors peut-être que c'est juste parce que je suis vexée qu'on ne soit pas venu me voir, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas contacté les bonnes personnes. Mais en tout cas, il faut savoir, oui, je pense quand même qu'il y a aussi des gens qui pensent différemment de nous et qu'il faut arriver aussi à communiquer avec eux. C'est extrêmement pertinent et intéressant. Vous avez sans doute des questions. Je vais demander à Jean-François Paul de s'approcher du stade. Je m'excuse de réintervenir, mais j'ai été intéressé par votre partie parlant de l'hétérogénéité. Parce que c'est quelque chose qui est finalement pas si ancien que ça, cette découverte. Et moi, ça m'a toujours terrorisé, parce qu'on se dit, on fait un traitement moyen, et puis finalement, ça marche sur l'ensemble. Alors, ma question est celle-ci, est-ce que toutes les tumeurs sont réellement hétérogènes? Et est-ce que les tumeurs liquides le sont aussi? Alors, toutes les tumeurs sont hétérogènes, oui. Après, il y a différents degrés d'hétérogénéité. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que les meilleures cibles pour cette fameuse immunothérapie, c'est les tumeurs les plus hétérogènes, au plan moléculaire. Après, la partie liquide, j'imagine que vous parlez des maladies hématologiques, je connais moins bien, mais c'est un petit peu la même chose. Et c'est vrai qu'on est surpris quand on se dit les tumeurs sont hétérogènes, et pourtant il y a quand même des traitements qui fonctionnent. Absolument. Probablement, il y a une histoire aussi de volume tumoral. Quand les tumeurs sont prises à un stade précoce, on peut taper dessus très fort, très vite. À l'extrême, on les enlève directement chirurgicalement, mais ça, c'est taper très fort, très vite sur les tumeurs. Mais s'il y en a déjà un petit peu de partout, avec des cellules tumorales circulantes, on se dit que peut-être en étant très agressif d'emblée, alors c'est plutôt les chimiothérapies qui sont agressives, qui tuent toutes les cellules à renouvellement rapide, hein. Par essence. On arrive quand même de temps en temps à guérir des tumeurs, des cancers avec ce type de traitement. Mais quand on arrive à des choses un petit peu plus compliquées, à des maladies un petit peu plus évoluées ou à des maladies plus agressives, là on est vraiment en plein dans le concept d'hétérogénéité tumorale. Merci. Caroline vient d'écrire la fin du radiologue. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir aussi la fin de l'anapathe? Bien sûr. Fin de l'anapathe, fin du radiologue, fin de la biologie, c'est déjà fait. Non, parce que toutes les personnes qui ont encore un contact direct avec le patient, elles ont évidemment un intérêt énorme. Quand on dit que l'avenir, c'est les métiers de service à la personne, c'est pas pour rien. Nous, on est derrière vous. Ce qu'on essaye de faire, c'est de vous donner le plus d'arguments, le plus d'informations pour bien prendre en charge le patient. C'est ça notre boulot. On n'est pas vraiment des médecins en contact du patient, sauf dans certains cas particuliers. Mais moi, là où je suis dans mon sous-sol et j'essaye de donner des informations les plus pertinentes à mes cliniciens, mes chirurgiens, pour qu'ils puissent prendre en charge bien les patients. Et on va à des RCP, ils ont besoin des radiologues pour les aider, parce que les images deviennent de plus en plus compliquées. Moi, les chirurgiens me disent tout le temps, de toute façon, tes IRM, on ne comprend
rien, tu veux pas nous faire un scanner. Mais heureusement qu'on a encore un peu quelque chose à apporter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en deuxième ligne. Et je pense que toutes ces personnes-là en deuxième ligne, et toutes celles qui font du numérique, donc la NAPAT, des photos, c'est la même chose. C'est pas la mort du radiologue, c'est la mort du radiologue qu'on connaît actuellement. Ça vraiment une plus grande spécificité de mon expertise sur la radiologue. Merci pour votre belle intervention. Malgré tout, les aspects économiques ont déjà été évoqués. Je crains qu'il y ait de grandes disparités, ne serait-ce qu'au niveau d'un pays comme la France, mais vous avez évoqué l'Afrique en disant que dans 10 ans, elle serait autosuffisante. J'aurais juste voulu peut-être souligner que l'Afrique n'existe pas. C'est une multitude de pays avec une immense disparité, et que lorsqu'on prend beaucoup de pays africains qui à l'heure actuelle ont un revenu de 30 € par mois par habitant, avec 500 médecins parfois pour 20 millions d'habitants, je pense qu'on est plutôt près du siècle pour arriver à ce que les choses puissent évoluer. Et il y a là beaucoup de travail à faire. Il faut quand même être conscient que ces très belles techniques restent des techniques de pays et de populations très privilégiées. Oui, vous avez raison, mais je crois qu'il y a quand même énormément de progrès qui sont faits, peut-être pas dans tous les pays d'Afrique, vous avez raison, mais il y a beaucoup d'installations, d'infrastructures, beaucoup d'installations de moyens de communication qui sont faits, beaucoup d'efforts là-dessus. Et à un moment donné, une machine de scanner, nous, quand on les achète, c'est quoi? C'est 400, 500 000 €. Bah, quand elles partent, nos machines, c'est... Non, les scanners, les IRM, c'est plus cher, mais les scans, c'est quoi? C'est 400, 500, 600 000 €. On va pas dire du scan super compliqué pour faire l'imagerie cardiaque, un truc de base. Mais quand on nous demande de changer nos machines tous les 5 ans, elle part où la machine qui était très bien il y a 5 ans et qui finalement faisait du bon boulot? Elle part dans les pays où il y a un peu moins d'argent, et puis il va y avoir comme ça le jeu des chaînes musicales, où finalement, dans des pays, alors peut-être que l'Afrique c'était exagéré, mais dans des pays peut-être un peu moins favorisés, ou en tout cas il n'y a quand même pas beaucoup de médecins, ils vont implanter des machines, ils les revendent comme ça moins cher, c'est pas cher, c'est low cost, il n'y a pas de médecins. Mais finalement c'est vrai que ça revient un petit peu au même que la réflexion quand on voit qu'aux États-Unis, il y a des boîtes de radiologie qui font interpréter leur scanner en Inde. C'est du low cost. Et d'ailleurs, c'est très bien fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'être... oui, même en France, avec la téléradiologie. Donc on a besoin de toutes ces techniques-là. Peut-être que le médecin est un frein au progrès. C'est pour ça qu'on a fait qu'il y a moins de médecins. Bon, on souhaite qu'il y ait pas de progrès. Comment vous expliquez que dans certaines situations cliniques, qui sont plutôt classiques, les chirurgiens ou les oncologues ne veulent pas prendre de décision thérapeutique sans biopsie? J'ai bien compris l'histoire des gènes et tout ça, des génomiques, tout ça, bon. Mais il y a des cas cliniques et radiologiques qui sont assez typiques. Vous parlez de la CR5, la CR5 c'est différent parce qu'on va l'enlever, mais bon. On voit bien qu'on a cette barrière de biopsie alors que de temps en temps l'imagerie, elle serait aussi parlante. Alors, pourquoi on ne passe pas ce cap? Déjà, d'une part, parce que des fois, on a des bonnes surprises. Parce qu'on n'est pas spécifique à 100%, mais on va dire que ça peut se balancer avec les risques de la biopsie. Mais je pense aussi, enfin, moi, là où je travaille, c'est assez étonnant, les ACR5 de Céno, on les biopsie tous, parce qu'on a besoin d'avoir les récepteurs hormonaux, parce qu'on a besoin d'avoir le grade, parce que si c'est une tumeur de grade 3, il n'y a pas de chirurgie, il y a d'abord une chimiothérapie. Ça change en fait la stratégie thérapeutique, ce qu'on trouve de spécifique en histologie, en génomique. C'est comme ça. Une adaptation très courte. Moi, je me méfie des radiologues qui sont près de leur machine et loin des patients, parce que c'est quand même source d'erreurs immense. Un seul exemple en 3 mots. Un jeune homme de 17 ans qui a une tumeur de la face externe du pied. On lui fait des examens, on trouve que c'est une ténosynovique du long fibulaire, une tendinite. La machine répondrait, c'est une tendinite. S'il n'y a personne pour dire à ce gamin, tu as ça depuis combien de temps? Tu as un pied creux, mais d'un côté, c'est évolutif. Conclusion, il y a un problème neurologique, il faut faire une IRM. De là-haut, on trouve un spinal lipome qui est à l'origine de cette histoire-là. C'est pas une machine, c'est pas une assistante qui va répondre ça. C'est une éducation médicale. Ah oui, oui. Alors, je suis complètement convaincue. Moi, je vous dis que je suis en retrait par rapport aux patients, mais j'ai tout le dossier clinique.
on a toutes les informations cliniques pertinentes et puis on interagit très régulièrement avec les cliniciens, avec les chirurgiens. On fait pas de la divination et toutes les images sont interprétées. C'est pas une image, un diagnostic, c'est une image, une interprétation dans le contexte. Ça, c'est quand même le boulot de base de votre radiologue. Vous avez raison. Même aux États-Unis, qui ont été très loin dans cette voie-là, ils en reviennent. Il y a une politique de back to the patient qui se sont rendus compte que c'était plus efficace et même financièrement plus économique. Oui. Après, on va faire du surdiagnostic. Il va falloir s'ajuster un petit peu. Et c'est probablement là que c'est important d'avoir les bonnes questions, les questions pertinentes, cliniques qui nous intéressent, plutôt que de faire du diagnostic de mutation génétique, peut-être de faire des choses plus basiques. Moi, je pense que l'exemple le plus pertinent, c'est de trier des examens normaux, des examens pathologiques. Une fois qu'on a l'examen pathologique, c'est à nous de travailler. Merci infiniment pour cette